Figure-toi, les deux tonneaux ouverts, 250 personnes dans un endroit de 50, un cadavre parmi nous et la température qui dépassait les 40 degrés. Donc c'est l'enfer. Quand tu partages ces conditions, et je crois que j'ai vu le plus bas de l'humanité, ça tisse un lien. Yann, j'en comprends rien. Notre seul désir est de quitter cet enfer et tu bouges le ciel et la terre pour y entrer. Parfois, alors que nous traversons un désert dans notre foi, les mots d'un proche au sujet de son expérience de foi résonnent au cœur de notre propre parcours et nous inspirent. Dans ce podcast, vous découvrirez des gens ordinaires partager l'extraordinaire de leur rencontre avec Dieu, les défis qu'ils ont surmontés et les grâces qui ont transformé leur vie. Bienvenue dans le Club Med et bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis super heureux d'accueillir Yann Decoq. Vous allez le voir, c'est un invité particulier qui a une vie bien remplie. Yann, bonjour, tu es ancien professeur d'école primaire, ensuite aujourd'hui visiteur de malades à l'hôpital et visiteur aussi dans les prisons en Belgique, en Flandre plus précisément, là où tu résides, et aussi fondateur de l'association Without Walls, on le verra, qui agit aussi dans le domaine carcéral. Tu as séjourné dans plus de 205 prisons. Tu tiens peut-être un record du monde. On a parmi nous aujourd'hui le plus gros détenu du monde. Qui sait. Mais vous allez le voir, Yann n'a commis, à ce que je sais, aucun crime pourtant. Alors Yann, c'est très impressionnant. Est-ce que tu peux nous raconter d'où t'es venue cette idée d'aller te faire enfermer un petit peu dans toutes les prisons du monde? Et puis surtout, pour les curieux, comment est-ce qu'on fait pour se faire enfermer volontairement dans une prison? Merci Guillaume pour l'invitation et merci aussi de me pardonner pour mon français, qui n'est pas parfait comme vous vous rendez compte. Mais bon, je me débrouille et j'espère que l'Esprit Saint souffle aussi un peu. Si je ne trouve pas mes mots, merci à tu toi de faire m'aideras. un effort de communiquer avec notre audience en français. Je pense que pour l'auditeur de notre chaîne en néerlandais, ça aurait été un peu plus compliqué. Ok. Donc, merci. Oui, d'où vient cette idée? Je crois que les racines sont dans cette volonté de comprendre l'autre. Quand je travaillais comme instituteur, d'ailleurs c'était avec les enfants de 6 ans, et je me souviens qu'une fois par semaine, je me mettais de genoux pour observer le monde à l'auteur de ces enfants. Ça changeait tout. Depuis ce moment, les affiches dans ma salle, je les descendais d'un mètre. À l'hôpital où je travaille, j'invite les médecins, les infirmiers à se mettre de temps en temps au lit, de laisser laver, de temps en temps une endoscopie, pour ne pas perdre le lien avec le patient, de le comprendre mieux. Même chose avec les détenus. Je travaillais 15 ans avec les prisonniers au Chili et en Belgique avant de passer ma première nuit en prison. D'accord. Et ça m'a bouleversé, ça a changé ma vie. Et même après plus de 2 ans de prison, je sais bien que je n'arriverai jamais à comprendre complètement une personne dans une prison, mais au moins on peut toujours faire un effort pour comprendre. Et alors du coup, dans un de tes bouquins, tu expliques que tout commence en 1987 au Chili, où tu rencontres en fait des enfants dans la rue, sniffeurs de colle, et justement tu vas aller les voir en prison, et c'est de là qu'est née alors du coup cette habitude. Ouais. Je suis parti au Chili en pleine dictature de Pinochet. À l'époque, nous devions encore faire notre service militaire et j'étais objecteur de conscience. J'étais envoyé pour 3 ans au Chili et je croyais
après ces années-là, je rentre à l'école en Belgique. Mais l'expérience de vivre avec les pauvres a changé tout. J'y suis resté 8 ans. Wow. Les enfants de la rue, c'était les premiers qui m'ont converti. Je faisais le choix de vivre avec eux. D'ailleurs, la plupart, comme tu disais, sniffaient de la colle. Et nous avions un petit projet, un atelier dans un de ces favelas. Mais à un moment donné, la plupart de nos jeunes se trouvaient en prison lorsqu'ils sortaient à voler pour obtenir leur colle, et parfois arrêtés par la police. Et on m'a demandé en ce moment d'aller lancer les ateliers dans la prison même. Et pour moi, c'était la première fois que j'entrais dans une prison. Cet univers-là. Ouais. J'avais pas beaucoup d'envie. Comme j'étais jeune, idéaliste, je croyais que j'allais quand même encourager ces jeunes et les autres prisonniers. Et très vite, je devais avouer que c'était l'envers. C'était le détenu qui m'encourageait à moi. Je découvrais des valeurs que je n'y attendais pas. L'accueil, l'hospitalité. Chaque fois que j'entrais dans une cellule, dans un dortoir, et quand ils savaient que j'allais arriver, ils me préparaient le meilleur thé du monde. La confiance, même après 1-2 fois, ils me confiaient toute leur histoire. Et je regardais à moi-même, Yann, tu n'as pas le courage de faire la même chose. La créativité. Ils faisaient des œuvres d'art avec un petit rien. Ouais. Mais chaque fois que je sortais de la prison, je me trouvais face à ce mur invisible des préjugés. L'idée que une prison, c'est comme un hôtel. Et je me disais, qu'est-ce que je peux faire avec ma vie pour changer un peu cette idée. Donc, je voulais en témoigner et à la fois connaître mieux la réalité d'un détenu. Et voilà que j'ai demandé au directeur de la prison si je pouvais vivre un certain temps parmi les détenus. Et donc, c'était la première fois au Chili, alors? Donc, c'était au Chili. D'accord. J'ai essayé, mais le directeur me disait « Hermano Juan, problème, parce que je dois justifier que chaque détenu a commis quand même un délit. Donc, vous pourriez faire quelque chose ?» De pas trop grave, mais pour quand même rentrer une journée. Il avait même une proposition. Il me disait « Vous pourriez voler une poule ?» Je lui disais, mais et quelle serait la peine? Ah, le minimum. Donc je disais, mais c'est quoi le minimum? Ah, vous ne serez pas condamné à plus que 5 ans. Et donc, pour une poule, non, un peu compliqué quand même. Je croyais que ça allait rester un rêve. Je rentre en Belgique et assez vite, j'étais demandé par l'aumônier de la prison de Louvain de visiter les latinos. Il y en avait beaucoup à cette époque-là. Il y avait d'autres étrangers. Et j'expérimentais la même chose qu'au Chili. Les détenus étaient en train de me convertir. Je découvrais ces valeurs derrière les barreaux et je voulais en témoigner. Je posais de nouveau la question si je pouvais être emprisonné. Ouais. Mais le type de l'Équateur que je visitais me disait « Oh, Juan, quand même différent, hein, une prison en Belgique de ce que nous pourrions t'offrir chez nous. Hein, si tu veux parler des pandillas, les gangs, les groupes qui dominent les prisons, il faut que tu ailles en Amérique latine. » Son voisin était un Chinois. Et le Chinois me disait,
il faut aller dans les prisons en Chine. Un autre était de Nigeria et lui, il disait « The worst prisons are Africans ». Je pouvais prendre une pause carrière de 12 mois. D'accord. De ton métier d'enseignement d'enseignant à l'époque, alors? Je travaillais déjà avec... l'aumônerie de prison. Ouais. Et donc, l'idée était de passer 12 mois dans une prison en Belgique. Mais donc, tout d'un coup, je me disais, peut-être je peux vivre l'expérience dans plusieurs prisons. Et j'ai commencé à envoyer des lettres aux ambassades, consulats, organisations carcérales dans le monde entier. D'accord. Selon leur réponse, s'ils pouvaient me garantir un séjour dans une prison de leur pays, je le mettais sur la liste. Donc ça, c'était une manière d'entrer dans les prisons. Et tu as eu beaucoup de retours positifs à l'époque? Et négatifs. D'accord. Il y avait pas mal. Mais comment on s'y prend? Alors, juste on écrit à la prison Bon, j'ai décrit un peu mon expérience, comme je disais, 15 ans en prison comme volontaire. Et le but était aussi de sensibiliser. Donc, si tu tombes sur un consul de bon sens, et il te répond j'ai passé votre lettre à un aumônier chez nous ou une organisation. Mais la piste plus efficace était les contacts avec les ex-prisonniers que j'avais rencontrés à la prison de Louvain, qui, au moment de leur libération, rentraient chez eux. Et il y avait qui avait un voisin qui était gardien dans une prison. Un autre avait un tonton qui était aumônier dans une prison. Tu avais vraiment construit un véritable réseau depuis la Belgique, quoi. Tout à fait. D'accord. Donc ça, c'était une deuxième piste. Et la troisième, parce que tu disais que je n'ai rien fait, mais parfois il faut inventer quelque chose pas trop grave, mais si tu veux entrer dans une prison en Chine, même malgré tous les contacts que j'y avais, personne ne pouvait me faire entrer. Tu as quand même volé une poule. J'ai donné des fleurs aux soldats qui se trouvent sur la place Tiananmen. Bon, j'avoue que j'avais mis à chaque fleur une petite carte en chinois, paix et liberté. Voilà, c'est une raison pour être arrêté. D'accord. Et ben on en reparlera. Parce que du coup, on l'a dit, ce chiffre, 205 prisons, tu nous as cité quelques pays, mais c'est impressionnant. 205 prisons, parfois dans le même pays, je suppose, en toute logique. Est-ce que, dans tous tes voyages, est-ce qu'il y a une anecdote que tu peux nous confier, un endroit, un continent où la vie carcérale était quand même beaucoup plus dure qu'ailleurs? Est-ce que tu as utilisé le terme, et c'est d'ailleurs le titre d'un de tes livres, Hôtel-prison, des prisons comme hôtel, sort publié en 2003. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur cette notion d'hôtel-prison. C'est vrai que dans l'univers médiatique belge et français, parfois on peut comparer la vie carcérale actuelle de nos détenus à certains disent une vie comme à l'hôtel. Est-ce que tu es d'accord avec ces affirmations, toi qui as séjourné dans des prisons? Non, le problème est que dans la plupart des prisons, il est interdit d'y entrer, de filmer. Mais je suis convaincu, dans la plupart des prisons de ce monde et que j'ai eu la chance de visiter, tout le monde avouerait que non, ce n'est pas un hôtel. Et je vous parlerai tout de suite de ce que j'ai vu en Asie, en Amérique latine ou en Afrique. Mais même chez nous en Belgique, je travaille beaucoup à la prison d'Anvers. Les cellules sont de 8 mètres carrés, à l'époque construites comme cellules individuelles. Mais aujourd'hui, il y a 2, 3, 4 personnes qui vivent dans cet endroit. Je vous invite de vous imaginer ce que ça signifie. Parce que c'est 24 heures sur 24. Parfois,
ils sont de 4 différentes nationalités, hein. Un parle l'arabe, l'autre parle l'espagnol, un fait le ramadan, l'autre ne le fait pas. Il y a un qui fume, l'autre qui ne le fait pas. Donc, c'est loin d'un hôtel. Mais ce que j'ai vu et vécu dans ces autres continents, ça dépassait aussi mes imaginations, les idées que j'avais, hein. La toute première prison où j'ai eu l'occasion de passer les nuits, c'était à Kigali, au Rwanda. Cette prison était construite pour 2000 personnes. Nous étions 7000. On n'avait que 40 centimètres par personne. J'ai passé la semaine de Noël et du Nouvel An dans une prison à Cotonou, hein, la capitale de Bénin. Le dortoir, capacité 50, nous étions 250. Nous dormions à tour de rôle. Donc le premier groupe dormait jusqu'à minuit et demi. Là, nous étions réveillés. Nous devions nous mettre debout pour que le deuxième groupe pouvait se mettre par terre. Il y avait deux, on dit ça, tonneaux, Ouais. tout près de la porte pour les besoins. Je vous avoue, de tonneaux ouverts, 250 personnes, ça sait produire. La nuit du Nouvel An, nous avons perdu un de nos copains qui mourait de malaria, hein, qui avait paludisme. Les gardiens refusaient d'ouvrir la porte parce que c'était le Nouvel An, ils étaient en train de fêter. C'est un défi de trouver les mots pour décrire ce que tu vois, ce que tu sens. Hein. Figure-toi, les deux tonneaux ouverts, hein, 250 personnes dans un endroit de 50, un cadavre parmi nous et la température qui dépassait les 40 degrés. Donc c'est l'enfer. À ce moment, Yann, comment est-ce qu'on ne regrette pas d'avoir voulu rentrer? Est-ce que tu ne t'en es pas mordu les doigts parfois de dire ah là j'ai été trop loin, je ne vais pas y arriver ou j'ai peur pour ma vie? Tu sais ce qui était le plus difficile pour moi, c'était le moment que je devais partir, parce que dans une prison, il me disait tu peux rester 2 nuits et là tu dois quitter 1 semaine, 1 mois, mais je devais toujours partir. Et c'était pour moi le plus dur. Quand tu partages ces conditions, et je crois que j'ai vu le plus bas de l'humanité, ça tisse un lien. Hein, tu te relationnes très fort avec les gens avec qui tu partages. Mon voisin, hein, à la prison de Cotonou, il avait 72 ans. Et il était là, il faisait ça déjà 12 ans, il était emprisonné pour une fratricide. Dans cette culture-là, c'est considéré comme une malédiction. Pour cette raison, il n'y avait aucun avocat, aucun juge qui avait le courage de prendre son cas. Oui. Et il n'y avait aucun membre de sa famille qui avait le courage de lui rendre visite. Donc, ce monsieur, après, il m'a envoyé une petite lettre dans laquelle il disait « Yann, j'en comprends rien. Notre seul désir est de quitter cet enfer et tu bouges le ciel et la terre pour y entrer. Hein. Peut-être il n'y aurait personne qui écoutera ton histoire, hein, ou peut-être tu n'arriveras jamais à publier un livre. Mais quand même, pour moi, tu as obtenu cet objectif. C'est la première fois en 12 ans que quelqu'un m'a rendu visite. Je ne mérite rien, hein. C'était par hasard que j'étais à côté de lui. Mais il m'aide beaucoup à m'en souvenir du plus essentiel. Et donc tu as ce sentiment un peu de les abandonner quand tu pars, en fin de compte? C'est ça que... Oui, et de comment aimer ce qui est jeté
et oublié par le monde. Mhm. Donc, voilà, pour moi, c'est le mystère. C'est le mystère de Pâques. Et alors, quand tu rentres dans une prison comme ça, parfois, je suppose, tu es seul homme blanc, comment tu te présentes en anglais, comment tu te fais accepter? Parce que j'imagine dans les prisons d'Amérique du Sud, tu Ouais. arrives avec ton ID, mais tu Ouais. dois être un petit peu mis sur le côté au début. Ouais, non, et je rencontre aussi le racisme opposé. Je suis attaqué, même dans la première prison cette prison au Rwanda. Et je ne le cache pas dans le livre non plus. Hein. Je parle de, de tout ce que je vois, tout ce que je vis à ce niveau-là. Hein. Les attaques, le racisme, le maltraitement. Donc, je ne vais pas peindre les prisons. Plus belles que ce qu'elles ne sont en réalité. Non, c'est vraiment l'endroit le plus obscur que j'ai vu dans cette vie. Mais je ne veux pas laisser le dernier mot à tout ça. Peut-être ce serait assez facile. Et c'est peut-être ce que les films, les livres veulent nous montrer. Et ce que je disais, pour moi, c'est le mystère de Pâques, parce que c'est justement dans ces enfers que j'ai vu naître la lumière. Comme je disais tout à l'heure, l'amitié avec ce type dépasse tous les tonneaux, l'odeur et la famine. Hein. Quand je vis un mois dans une prison au Congo, la première nouvelle que je reçois en arrivant, c'est que les prisonniers n'avaient rien mangé pendant 15 jours. Parce que c'est la famille qui doit apporter... subvenir aux besoins Oui, comme dans les hôpitaux. Et alors, du coup, pour cette personne, personne ne lui apporte à manger. Alors, du coup, la personne dont vous parliez... Non, parce que les gardiens n'étaient plus payés depuis 10 ans. D'accord. Et donc, ils vivaient de la nourriture que les visiteurs apportaient à leurs aimés. Ils prenaient une part et ils Oui. attribuaient le reste aux prisonniers. Et c'était devenu déjà en règle. Tu Ouais. ne pouvais plus visiter ton père, ton mari, ta n'as pas de sœur, nourriture. si tu n'apportais rien aux gardiens. Ces familles pauvres au Congo, j'étais dans le nord du Kivu, n'avaient pas les moyens d'apporter des portions pour leurs amis et pour les gardiens, donc simplement interdit d'y entrer. Donc 15 jours sans... Il n'y avait rien à manger. Donc j'y entre. Le plus long que je suis resté sans manger, 5 jours. Wow. Parce que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui entre dans notre dortoir. Dortoir, capacité 24, nous étions 72. Et donc c'était l'épouse du plus âgé, Kambale Kitakia. Je ne vais jamais oublier son nom. Kambale Kitakia, il avait 87 ans. Son épouse y entre et lui apporte 12 bananes. Kambale Kitakia a partagé les 12 bananes avec les 71 de son dortoir. Et c'est là où j'ai senti que l'homme vit de beaucoup plus qu'un morceau de pain, un morceau de banane. Et c'est la solidarité c'est grâce à la solidarité que nous avons survécu. Donc, voilà, c'est l'enfer, mais je vois les traces de la lumière. C'est pour ça que je dis, le mystère de Pâques, je l'ai vécu dans les prisons. C'est là où naissent la vie. Et du coup, de cette expérience naît alors le premier livre Hôtel Prison, ou c'était d'une autre expérience? Oui, donc le premier livre, Hôtel Prison, dans ce livre, je raconte mon expérience dans presque 70 prisons. Donc vous avez déjà un peu voyagé avant 2003 Oui,
le marrant est que quand le livre a été publié, depuis là, je reçois des invitations à vivre une expérience D'accord. dans Donc là une où au autre départ prison. c'était difficile pour vous de rentrer dans les prisons, maintenant, Au début, ça m'a prenait 3 ans voilà, pour maintenant on vous invite négocier. Ouais. Et jusqu'à présent, je reçois des invitations. Et voilà que je reçois une invitation de la commission Justice et Paix au Nord Kivu pour vivre une expérience dans cette prison. Et alors quand on se retrouve comme vraiment les prisons jouent le jeu entre guillemets, hein, si je peux me permettre l'expression, de vous laisser dans ces conditions-là où il y a parfois des directeurs de prison qui vous ont dit si je vous mets dans cette salle, Yann, vous allez mourir. Ça, c'était l'excuse de beaucoup de personnes comme réponse Administrative. qui disaient « Nous ne pouvons pas garantir votre sécurité » ou « Notre prison est surpeuplée, il y a trop du monde ». Surtout les prisons européennes. C'était vraiment difficile au début. Ce n'est qu'après la publication, ce que je disais. Par exemple, en Hollande, il y avait un directeur qui avait lu le livre et qui m'a contacté et qui me disait « Eh bien, Monsieur de Kock, je voulais bien vous offrir une semaine chez nous. Je voulais faire une évaluation aussi de moi-même et de mon système. » Ah oui, donc un audit interne. Ouais, c'était... et c'est sympa parce que je voulais témoigner aussi des bonnes choses, du bon travail qui est réalisé dans beaucoup de prisons du monde, comme dans cette prison de Breda, où après je suis allé à plusieurs prisons en Scandinavie, et voilà, là tu peux raconter d'autres histoires. Là tu vois que le système s'engage pour la réhabilitation de la personne. Le Norvège, par exemple, dit, eh bien, ces personnes qui ont blessé notre société, on va les accompagner de telle façon qu'après, ils puissent attribuer quelque chose de positif. Oui. Donc, c'est pour ça qu'ils investissent beaucoup dans l'éducation, la formation. Et il suffit de voir les taux de récidivisme chez, je ne sais pas, en France, mais en Belgique, on soupçonne que presque 60% de détenus, après d'être libérés, se remettent dans la criminalité. Au Brésil, ils sont les pires. 80% des prisonniers récidivent. Et pour toi, ça témoigne de l'échec de la prison? Pour moi, pour toi, pour tout le monde, je crois. Donc, mais en Scandinavie, c'est moins de 10%. Les prisons en Scandinavie nous invitent d'aller voir, d'apprendre. Peut-être ça me permet de partager quelque chose que j'ai vu dans une prison particulière au Brésil. Je disais, j'ai vécu pendant le grand voyage à la grande prison de Sao Paulo, Carandiru, autre enfer, à l'époque 12 000 détenus, terrible. Mais dans ce même pays, ils ont créé un système qui s'appelle APAC, créé par un juge qui voulait vraiment s'engager, qui croyait dans l'homme, qu'il était faisable quand il est bien accompagné. Donc il a développé un système, ça pose sur 12 piliers. Il y a 2 choses que je pourrais mentionner, c'est le travail. Donc chaque prisonnier a quelque chose à faire et sort avec un diplôme. De menuisier, boulanger. Et l'autre est justement la rencontre avec la victime. Dans ma cellule, nous étions 12 et Diego était là. Et un soir, il me raconte son histoire. Il avait assassiné un taximan, un chauffeur de taxi.
les 2 dernières années, il était visité par la famille du chauffeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait appris que la veuve était très malade, elle allait mourir, elle souffrait d'une maladie au rein. La seule solution était une greffe. Dans toute la région de Minas Gerais, un État au Brésil, il ne trouvait aucune personne compatible. Diego, il a fait quelques tests médicaux, est sorti compatible. Et justement, par la manière de travailler avec ces détenus, de cet accompagnement, parce qu'il leur invite aussi à vraiment prendre leurs responsabilités pour leur avenir. Diego a proposé à la famille s'il était d'accord. Il voulait donner Incroyable. un de ses reins. Et je pense que c'est aussi un petit peu ce qui anime ta fondation Without Walls, c'est cette confiance, cette force que vous voyez à travers de vos expériences du pardon. Je le lisais dans un de tes livres, tu me témoignais aussi juste avant cette interview, que certaines personnes étaient transformées dans leur chair d'avoir réussi à pardonner. Oui, tout à fait. J'avoue qu'au début, Without Walls existait seulement pour trouver des fonds pour construire une nouvelle prison au Congo. Et après ce Parce mois... que tu as été tellement choqué de ton passage au Congo que tu t'es dit « je dois faire quelque chose pour ces prisonniers ». C'était le directeur. Quand j'ai quitté la prison, il suppliait, il me disait Monsieur Yann, aidez-nous, aidez-nous ». Je ne sais plus quoi faire parce que cette prison-là avait un... comment on dit ça chaque semaine, il perdait 2 prisonniers. D'accord, donc un taux de mortalité énorme. 2 par semaine. Parce qu'il n'y avait rien à manger, il n'y avait pas d'eau. Il y avait un puits à 2 km de la prison. Donc, chaque matin, 5 de nous, avec un gardien, avec son Kalachnikov, on allait avec des seaux à ce puits et on avait droit à 2 gobelets par jour. La section des femmes, terrible, parce que le mur entre les latrines et le dortoir des femmes était tombé. Elles dormaient littéralement dans les toilettes qui étaient bouchées. Et voilà, donc le directeur, presque en pleurant, me disait « Aidez-nous, aidez-nous ». Et quand je lui demandais « Mais qu'est-ce que je peux faire ?» Trouver $250 000, il avait fait déjà son calcul, et nous construisons une nouvelle prison plus humaine. Et voilà, j'arrive en Belgique avec ce fou rêve de trouver $250 000. Et cofondatrice de Without Walls, Hilde, qui je rencontrais en ce moment-là, elle me demandait d'aller visiter le monsieur qui avait assassiné sa sœur. Parce qu'elle ne voulait plus continuer avec cette haine dans son cœur. On est allé le voir 3 fois et Hilde vous dirait ma vie a recommencé au moment que j'ai réussi à le regarder dans ses yeux. Et comme reconnaissance, elle s'est engagée pour la cause des prisonniers et on a découvert aussi que l'invitation est à nous tous, auteurs, victimes, société. Et depuis là que Without Walls a créé des initiatives, des ateliers de rencontres. Donc, par exemple, ce que nous faisons depuis des années maintenant, fête de Noël. Ils sont là. Les prisonniers, donc, les ex-prisonniers, les victimes. Tout le monde et ça se passe bien. On célèbre la vie. Ouais. On fait des promenades, un atelier de musique, on fait la cuisine ensemble. Et certains pourraient te
traité de fou, d'idéaliste, de rêveur, mais toi, tu vois au quotidien, grâce à tes visites dans les prisons et puis l'association, que ça transforme vraiment les gens. Tu vois la main du Christ là-dedans ou... C'est vrai qu'on n'a pas Mm. encore parlé de ta foi, mais est-ce Mhm. que tu as l'impression que Mhm. ces expériences dans les prisons t'ont rapproché de Dieu? Tout à fait. Et ils le font jour après jour, hein. Mhm. Euh, euh, ouais, j'avais lu hein, dans Matthieu 25, vous connaissez ce texte hein, où les amis, hein, les disciples lui demandent à Jésus, mais où est-ce qu'on t'a vu affamé, hein, euh, malade, en prison? Et sa réponse est très simple, hein. Chaque fois que tu donnes quelqu'un à manger, c'est à moi. Euh, chaque fois que tu visites un malade, c'est moi que tu visites. Chaque prisonnier que tu visites, c'est moi que tu rends visite. Et au début, pour moi, c'était un peu confus parce que je voyais trop ce que la personne avait fait. Mhm. C'est quelque chose que tu leur demandais quand tu... Comment Je ne le demande jamais. Mhm. Jamais. Ce n'est que dans les Ça vient... conversations, Ouais. et ils sont assez vite. Hein, donc, Et toi, tu te présentes, tu dis que tu viens de l'extérieur, que tu n'as rien fait tout de suite? Ou généralement, tu dis rien, tu laisses les gens venir à toi? bon, deux choses, hein, parce que quand je faisais le voyage, Mhm. j'essayais d'être un parmi eux. Hein. En Belgique, je travaille Bien pour sûr, Without Walls, bien tout le sûr. monde sait que j'y travaille comme Oui. volontaire. Et, euh, donc, mais justement parce que je voyais, je vivais leurs valeurs, comme la confiance, l'amitié, la patience. Je voyais déjà que chaque personne est beaucoup plus que le pire que nous avons fait. Euh, J'espère que jusqu'au dernier jour de ma vie, que ce qui est du mal, hein, que j'arrive à le nommer, à reconnaître que c'est du mal. Hein, je ne veux pas devenir insensible hein, à Mhm. ce qui est terrible, ce qui blesse. Euh, J'espère euh, défendre les victimes jusqu'au dernier jour de ma vie et j'espère que les systèmes de justice fonctionnent dans tous les pays du monde. Mais ce n'est pas à moi, et j'ose croire à la plupart de nous, de juger une personne pour une deuxième fois. Mhm. Ce qui est à nous, c'est justement aller à la recherche de la beauté. J'ai rencontré des milliers de prisonniers dans ce monde, mais je dois rencontrer toujours le premier qui n'est que du mal. Il y a toujours quelque chose de lumière dans l'autre. Euh, et voilà, quand le Christ nous invite hein, d'aller à la rencontre, de le reconnaître dans un détenu, ce n'est pas une invitation à copier le Mhm. délit, non, c'est justement une invitation d'aller à la rencontre de l'homme. Et, et voilà. Oui, justement, tu disais en 2011 pour la RTBF, tu disais que tu étais beaucoup plus heureux depuis que tu avais rencontré tous ces Mhm. détenus. Et je te cite, tu disais, je ne veux pas être aveugle et excuser tout ce qu'ils ont fait, Mhm. mais je ne veux pas donner le dernier mot aux faits, aux crimes. Ouais. Ça résume assez bien ce que Ouais, tu veux ouais, dire. ouais. Et, et peut-être ça va encore un peu plus loin, parce que ce n'est pas seulement, ce n'est pas une question de charité, Mhm. mais de laisser que l'autre te convertisse. Et j'apprends tant de choses de l'homme, de la femme en prison, euh, qui, qui est vraiment un trésor. Et alors, je pense qu'il faut faire quand même la distinction aussi aux prisonniers qui sont là pour un moment donné, et puis ceux qui ne partiront malheureusement jamais de ces murs. Oui, c'est un autre engagement de Without Walls. Hein. Nous nous engageons dans la lutte contre la peine de mort. Après plus de 30 ans, j'ai rencontré des personnes qui ont, qui ont été
exécutées, par exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis, dont après, ils ont découvert qu'ils étaient innocentes. Donc ça, c'est déjà une raison pour laquelle nous devons finir avec cette histoire. Mais pas seulement ça, parce que la plupart des gens qui sont condamnés à mort sont des personnes qui ont fait des atrocités. Mais aussi, comme société, comme système, nous devons montrer quelque chose qui est meilleur. Comment nous pouvons appliquer ce que nous sommes en train de condamner? C'est difficile à comprendre. Et en plus, nous avons maintenant pas mal de contacts des condamnés à mort qui sont devenus vraiment des amis, qui, dans leur prison, sont devenus des apôtres ou des gens qui inspirent, qui ont fait un travail de convertissement, justement parce qu'ils sont là jusqu'à leur mort ou pour le reste de leur vie. J'ai visité une prison où plusieurs de ces gens sont devenus des accompagnateurs dans les soins palliatifs. D'accord. Et c'est émouvant de voir comment ils prennent soin de leurs compagnons malades. Et dans ce trajet, tu vois que les premiers pas sont faits avec des animaux. J'ai visité pas mal de prisons où les animaux jouent un rôle. Même dans cette prison au Brésil, chaque prisonnier a un petit chien, un petit chat, une tortue. Et le fait de pouvoir prendre soin d'un animal fait qu'il devienne plus calme. Parce qu'il y a pas mal d'énergie, d'agression dans les prisons. Prendre soin d'un animal. D'ailleurs, nous l'avons fait dans une prison en Belgique aussi. Oui, j'allais dire, c'est quelque chose dont j'avais jamais entendu parler. Peut-être qu'on voit un peu moins. À la prison de Louvain. D'accord. Il pouvait avoir des perroquets ou des poissons. Des poissons tropicaux. D'accord. Et je me souviens, c'était une belle époque. Quand j'entrais dans la cellule, vous voyez les aquariums, et les prisonniers devenaient calmes en regardant ces poissons. Mais maintenant, il n'y a plus la place. Le projet... abandonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un prisonnier qui commençait à cultiver de la marijuana dans son aquarium. Et donc, voilà. Donc ça a été abandonné. Malheureusement. On a parlé tout à l'heure on a esquissé l'enfer de certaines prisons, et vous avez évoqué aussi parmi les meilleures prisons. Est-ce que vous auriez une anecdote sur un pays à nous partager, peut-être quelque chose qui vous a plus particulièrement marqué dans un de ces 205 pays? Du bien, du mal. Comme vous le souhaitez. Peut-être vous aviez dit au Japon que ça m'avait interpellé. Oui. Dans les prisons que j'ai visitées, que j'ai fait au Japon, il était interdit de parler. Donc, quand tu parles, tu es envoyé dans une cellule d'isolement pour 4 semaines. Comment ça se passe? Alors, les prisonniers vivent dans le silence complet C'est le militarisme, hein. Surtout en Asie. Ils croient que les punitions physiques convertissent la personne. Les chiffres montrent le contraire, mais je dois avouer que les vendredis soirs, on pouvait parler, parce que c'était la soirée de karaoké. Là, on pouvait chanter. Mais ce qui me cause parfois des cauchemars encore, ce que j'ai vu en Ouganda, une prison d'enfants. C'est difficile à imaginer. Hein. Une prison d'enfants? Ouais. C'est les mères qui sont emprisonnées avec... À l'époque, la police ougandaise arrêtait les enfants de la rue, surtout pendant les nuits, avec un grand camion. Ils passaient par les rues et ils arrêtaient ces petits-enfants. Ils les amenaient à 30 km dans un endroit qui s'appelait Camperinguisa. La première fois que je suis allé, 300 enfants, âge 3 à 17 ans. Au début, ils étaient tout nus, parce
parce que c'est devenu aussi une autre campagne de Without Walls, hein, chercher des vêtements. Là aussi, le grand défi de nourriture est terrible. Ils avaient des casseroles. Hein. Quand il y avait quelque chose à manger, c'était préparé dans ces casseroles qui servaient à la fois comme toilette. Wow. Je voyais bien vite qu'il y avait des jeunes, hein, des enfants, qui avaient des cicatrices sur leur front et sur leurs bras. C'était les enfants soldats. Donc, quand ils étaient kidnappés et formés pour la lutte, chaque fois qu'ils arrivaient à tuer une autre personne, ils recevaient un point qui était mis avec un couteau sur leur tête ou leurs bras. Je rencontre un jeune qui avait 17 ans, John. Il avait 81 cicatrices et les 3 premières étaient de ses propres frères et sœurs. Parce que peut-être pour nos éditeurs, c'est quelque chose qui est fréquent, hein, pour les enfants soldats de commencer par tuer leur propre famille. Il me semble que c'est une stratégie pour les décrocher justement de leur famille et puis après les embrigader. Ouais. Et alors quand vous avez ces jeunes, comment ne pas perdre espoir dans l'humanité? Ouais. La vérité m'oblige de vous dire, et heureusement, que ça a changé maintenant. Hein. Peu à peu, ils ont laissé entrer d'autres organisations, justement pour organiser des ateliers avec ces enfants. Et quand j'y suis allé la dernière fois, notre John, hein, après tant d'années à Campringuisa, il a quitté la prison. Il est accueilli dans un centre de formation, un orphelinat, où il a pu faire une formation de, comment on dit ça? Schoenmaker. Qui fait Cordonnier? Cordonnier, merci. Et il m'a donné son premier travail. Il me disait, Jan, this is for you. Un paire de sandales. Donc, ce sont les petits signes d'espoir. Donc, vous entretenez une correspondance encore avec beaucoup de détenus? Il y a beaucoup de gens qui vous écrivent encore à l'heure actuelle? C'est pas trop compliqué? C'est comme ça que je me console. Parce que ce que je disais tout à l'heure, le plus difficile était de laisser, de quitter ces personnes avec qui tu as vécu des expériences si fortes. Et donc, voilà la correspondance. Il me semble qu'il y a une anecdote avec un prisonnier de Singapour. Est-ce que vous voulez la raconter peut-être, justement, d'histoire où certains prisonniers sortent et... Ouais. Voilà, c'était un type que j'ai connu à la prison de Louvain. Et il a tenu parole, hein, parce que assez vite, il me disait... Le jour que je sors d'ici, je rentre chez moi et je t'envoie le billet d'avion parce que tu passerais la fête de Noël avec nous. Les années passaient et voilà, il m'a envoyé le billet et j'ai partagé la fête de Noël avec eux. Même chose avec les victimes, hein, parce que 10 ans après, hôtel-prison, et après l'histoire de Diego au Brésil et la rencontre avec Hilde, je croyais que je devais vivre une expérience pareille avec les victimes. Évidemment, je n'attends pas le moment où je serai victime, mais toujours le même exercice. Est-ce que nous pouvons nous approcher un peu plus à l'autre, nous mettre dans leurs souliers pour le comprendre mieux. Et voilà, je suis parti de nouveau avec mon sac à dos et j'ai visité, logé chez les victimes qui n'ont pas laissé le dernier mot au fait. Et pas mal de ces victimes sont devenues des grands amis. Hein. Il y a un mois, nous avions la visite de Michael Lapsley chez nous. C'était l'aumônier de la ANC, le parti de Nelson Mandela
en Afrique du Sud. Et par une lettre bombe, il a perdu ses 2 bras et un œil. Depuis là, sa vie n'est que la réconciliation. Donc, il a fondé The Institute for Healing of Memories. Et il ressemble auteur, victime. Donc, voilà, des gens comme Michael Lepps, lui, sont devenus des grands amis. Depuis, vous avez donc, on a parlé beaucoup de ce premier livre qui était paru en 2003, Des prisons comme hôtel, mais ensuite vous avez, du coup, de votre expérience au Congo, rédigé le livre de Kelders van Congo en 2006, mais c'est pas tout. Également un livre d'Ootgelukkig Leven, paru en 2012, et là c'est plutôt la seconde partie qu'on a moins évoquée jusqu'à présent, c'est votre vie à l'hôpital, auprès des... justement en soins palliatifs aussi, là où vous allez aussi côtoyer la mort au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu ce qui vous a amené à écrire ce livre et un petit peu ce que vous vivez au quotidien, parce que vous faites toujours ce métier. Tout à fait. Ouais, c'est comme ça que je gagne un peu ma vie aussi. Je travaille dans la pastorale d'un hôpital pas trop loin d'Anvers. Et peut-être au début, je ne soupçonnais pas que ces 2 mondes allaient se toucher. Mais quelqu'un qui est condamné en prison ou quelqu'un qui est condamné à mort parce qu'ils lui ont dit « vous allez mourir dans quelques semaines », ces 2 personnes commencent à se poser des questions. Qu'est-ce qui est le plus essentiel dans ma vie et qu'est-ce qui sont les détails et l'invitation d'aller travailler dans les hôpitaux sortait aussi d'une expérience en prison. Je ne me souviens plus quelle année, mais il m'avait invité à faire part d'un projet dans cette prison en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ouais. Et pendant plusieurs semaines, on a visité 700 prisonniers malades. Et une chose est être emprisonné, autre chose est être emprisonné et malade. Et je sentais très fort l'appel de travailler avec les malades. D'ailleurs, j'avais fait déjà mes études de théologie de libération. Et comme j'avais découvert le Christ dans le prisonnier, je le voyais aussi dans le malade. Et il y a une autre chose qui m'a touché très fort, le grand thème dans l'accompagnement des mourants, parce que je travaille surtout dans les soins palliatifs, c'est le pardon. Et je le dis, j'essaye de le dire objectivement. Il y a pas mal de personnes qui mènent un conflit, souvent en famille, jusqu'au dernier moment. Les gens qui meurent sans avoir fait quelque chose avec meurent, je dirais, plus crispés. Les autres, et c'est toujours difficile, peut-être le pardon est le plus difficile pour l'être humain. Mais ceux qui font quelque chose avec meurent plus en paix. Chaque accompagnement d'un malade, d'un mourant, est aussi un cadeau. Et voilà, l'éditeur m'avait demandé d'écrire quelques aventures sur... On a parlé tout à l'heure du soulagement pour les victimes lorsqu'elles arrivent à pardonner, pour avancer, se reconstruire. Est-ce que ce pardon, il est essentiel aussi pour l'agresseur? Est-ce que vous avez aussi vu de l'autre côté à quel point ça avait un impact, même si cette personne va rester en fin de compte en prison? Est-ce que... ouais. Maintenant, tout ce que nous partageons, ça reste toujours une minorité. La majorité des détenus
n'arrive pas à ce point de vouloir se réconcilier. Oui. Mais je crois que ça vaut la peine, hein, de continuer à partager ces histoires. Évidemment, nous avons rencontré et accompagné quelques détenus qui ont essayé de reprendre contact avec leurs victimes ou la famille de leurs victimes. Également, pas mal de victimes ne veulent rien avec l'auteur. Dans ce cas, Hilde, cette amie qui m'avait demandé de l'accompagner à visiter l'assassin de sa sœur, souvent allait à la rencontre de ce détenu, de ce prisonnier, qui voulait faire quelque chose avec sa charge de conscience, sa responsabilité. Et ça fonctionne souvent. Hein, Ah oui, donc c'est un petit peu ce que vous essayez de faire alors, du coup, avec Without Walls, c'est quand vous rassemblez victimes et agresseurs. Ce que vous voyez aussi, ça ne doit pas nécessairement être la victime de ce crime ou l'agresseur de ce crime. On peut trouver une délivrance aussi en allant parler à d'autres victimes. Tout à fait. Il y a une autre organisation en Belgique, hein, qui s'engage spécifiquement dans ce travail, hein, qui relationne l'auteur et la victime du crime. Without Walls, oui, nous invitons ceux qui portent une expérience de victime ou d'auteur, et nous autres, parce qu'en fait, nous tous, hein, nous portons quelque chose d'auteur et de victime en nous. Mais nos activités sont amples. Ouais. Mais ça arrive aussi, hein, dernièrement, il y avait un détenu qui a contacté Without Walls. Hein. Lui, il avait tué un homme. Il voulait prendre contact avec la famille. Il y avait, si je ne me trompe pas, 7 sœurs, hein, de victimes. Et elles étaient toutes fâchées. Hein, et elles ne voulaient pas accepter la lettre du prisonnier, sauf une sœur qui disait « Mais j'ai encore tant de questions. Je veux le rencontrer, je vais lui poser ces questions. » Voilà, on a préparé la rencontre, hein, parce que c'est toujours délicat. Mais la première rencontre bien passée. Et vous faites ça dans la prison? Dans la prison, oui. Dans la prison. Ça aussi, parce que pour la victime ou pour la sœur, c'est quelque chose. Ouais, donc là, nous avons la chance aussi que le directeur de la prison, les gardiens, oui, qui servaient, qui préparaient le café, un petit gâteau, des détails, mais qui font la différence. Donc c'était bien passé. Une deuxième fois, une troisième fois, et aujourd'hui, cette femme, hein, la sœur de cette victime, elle dit, c'est grâce à Yvan, hein, l'auteur, que ma vie a gagné de valeur. Donc, et ça ressemble à d'autres histoires dont j'étais témoin. Dans le livre Hôtel Pardon, je raconte par exemple l'histoire, la rencontre de Azim Khamissa. Azim Khamissa, un homme aux États-Unis, il a perdu un fils et il essayait de me décrire ce qu'il a senti le moment que la police arrivait, battait la porte et annonce « Your son has been shot ». Azim disait « Je suis tombé par terre, je sentais physiquement une douleur, ils ont assassiné ton enfant ». Et donc l'histoire continue. Au tribunal, il voit le jeune, le type qui a tué son fils,
parce que l'histoire était que son fils, pour payer ses études universitaires, il livrait des pizzas. Et à un moment donné, il arrivait pour laisser la commande et une discussion, et voilà, il a été tué. Donc, le jeune qui a tiré sur lui était là, donc il le voit là, pour la première fois, mais par hasard, il était à côté du grand-père du jeune. Et pendant la pause, il commence à échanger. Bon, il se présente comme le père de la victime et l'autre le grand-père de l'auteur. Deuxième jour, de nouveau, ils sont à côté et le jeune est condamné, je ne sais pas combien d'années, mais le grand-père et le père restent en contact. Et après un certain temps, le grand-père demande à Azim s'il ne voulait pas l'accompagner le dimanche à visiter le grand-fils à la prison. Et au début, il disait « Ah non, ça c'est... Non, ça serait trop loin, non. Bon, quelques semaines plus tard, il pose la même question. Okay, allez, il allait essayer et peut-être il pouvait en profiter pour lui dire encore comment sa vie a été marquée. Et ça passe beaucoup mieux de ce qu'il pensait. Il était témoin d'un jeune qui avait vécu une jeunesse très compliqué, très difficile, ce qui justifie rien, bien sûr. La mort de son fils. Mais de toute façon, il promettait de lui rendre visite le mois prochain. Et il continuait à le faire. Aujourd'hui, et c'est ce que j'écris dans le livre, Azim dit il pourrait le dire ici devant la caméra, j'ai perdu un fils et j'ai gagné un autre. Moi, je ne sais pas si j'arriverai à le faire, mais ces histoires nous servent à vivre notre jour après jour. Lorsque nous sommes humains, nous tous, nous vivons des conflits, des différences. Et une histoire comme celle de Azim m'inspire à travailler mes conflits. Donc, je rencontre à Hôtel Pardon, parce que le titre du dernier livre, j'avais l'occasion de rencontrer 2 fois Desmond Tutu. D'accord. Ouais. Pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être vous pouvez réexpliquer qui c'est. Bon, et il a gagné le prix archevêque en Afrique du Sud, un grand ami de Nelson Mandela. Vraiment, il est incroyable. Il a des expressions qui font penser. Hein. Il me disait « There are no monsters hein. ». Il n'y a que des personnes qui font des actes monstrueux. Il me disait aussi « Everyone deserves to be forgiven ». Donc, chacun mérite d'être pardonné. Et il ajoute « And everyone can forgive ». Et tout le monde peut pardonner. De nouveau, ce n'est pas moi qui le dis, mais il a beaucoup plus de mérite de le dire que moi. Pas seulement par sa manière de survivre ce système d'apartheid, mais aussi dans sa propre famille. Ils ont vécu des drames. Juste avant de notre première rencontre, il avait trouvé dans la cuisine la femme de ménage qui servait la famille Tutu depuis plus de 40 ans, assassinée dans la cuisine.
Et ce type, il continue à dire « Everyone deserves to be forgiven ». Donc, non, c'est une grâce de rencontrer des personnes comme Desmond Tutu, mais aussi les personnes plus simples, oui, plus ordinaires. Hein. Par exemple, en Norvège, je suis devenu ami de Lisbeth. Vous vous souvenez, le drame, je ne me souviens plus quelle année, Anders Breivik, un jeune déguisé de policier qui a tué presque 80 jeunes dans un camp de jeunesse sur une île, Utøya. Et donc, une des victimes est Sune, la fille de Lisbeth. Et elle aussi, elle essayait de décrire la douleur et la haine aussi. Hein. Mais cette femme disait, je ne voulais pas haïr. Et elle a découvert un talent qu'elle ne savait pas qu'elle avait. Elle fait des roses en bronze. Donc, pour chaque victime, elle a fait une fleur. Et avec un marteau, ouais, parce que c'est du boulot. Et elle disait, j'arrivais à faire sortir toutes mes émotions et ma haine. Et elle a fait ça pour toutes les victimes, donc elle a fait presque 80 roses, mais elle continue à le faire pour toutes les victimes du monde. C'est une femme extraordinaire, extraordinaire. Au Rwanda, j'étais logé dans un hôtel qui était mené par Anna Maria Katengwe. Dans le génocide, elle a perdu presque toute sa famille, ses parents, tous les frères et sœurs, 3 de ses 4 enfants, les grands-parents. Un de ses frères menait cet hôtel. C'est elle qui le continue. Et elle veut que la moitié, il y a 200 personnes qui travaillent, c'est un grand hôtel. Un sacré hôtel. Et elle veut que 50% soit des Hutus et 50% des Tutsis. Et ça fonctionne? Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Ouais. Ouais, incroyable, cette femme. Et bon, voilà ce que je disais quand on préparait cette conversation. Ma première chambre hôtel Pardon était ma visite à Hank Hen, qui à l'époque avait 80 et qui a perdu son mari, qui était l'héritier les supermarchés d'Albert Heijn en Hollande. C'est comme Carrefour. Hein. Oui. Donc c'est quand même une sacrée grande chaîne. Oui, c'est ça, c'est l'équivalent de Carrefour, Leclerc en France. Et en 87, son mari était kidnappé. Et dès le début, l'auteur demandait des rançons des familles plus riches d'Hollande. Et la famille envoyait l'argent. Et ça a duré pendant des mois. 7 mois. Il mettait encore un peu plus de pression en envoyant un doigt de Gerrit Jan Heijn. De son frère. De son mari. Hein, de son mari, pardon. Son mari. Ah. Donc 7 mois plus tard, il a été découvert lorsqu'il paye avec de l'argent, avec un billet qui était marqué invisiblement dans le nord du pays. Voilà, arrêté par la police. Et là, il confesse qu'il avait tué Gerrit Jan Heijn le premier jour. Donc, son épouse essayait aussi de me décrire tout ce qu'elle a vécu pendant les 7 mois et après. Comme
elle avait vécu de désespoir et d'espoir. Elle commençait à développer des ulcères. Elle avait une migraine tous les jours, des cauchemars. Et après 5 ans, donc le type était en prison, elle prenait la décision, je n'arrive plus à vivre de cette manière, je vais lui écrire une lettre. Quand elle dépose la lettre dans la boîte, elle sent qu'il y a quelque chose qui passe dans son corps. Cette nuit-là, elle a dormi comme une rose. Plus de cauchemars, plus de migraines. Tout a disparu. Même les ulcères à l'estomac. Et voilà qu'elle elle me disait, le pardon, c'est le plus grand cadeau que j'ai offert à moi-même. Je suis devenue plus tolérante, plus douce. Ne continuez pas à m'appeler une victime. Il ne s'agit pas de ce qui t'arrive, mais de la manière que tu réagis ouais. à ces événements. Et donc, elle dit, parce qu'elle n'est pas croyante, et donc elle me fait penser, si nous ne le ferons pas pour une raison éthique ou spirituelle, faisons-le alors pour notre santé. Donc, voilà, on arrive tout doucement à la fin de cet échange. Merci beaucoup Yann. Je suis frappé de cette ligne directrice qu'on a eue, cette force en fait, cette puissance du pardon qu'on a à la fois découvert grâce à toi chez les prisonniers, chez les victimes, ce pardon libérateur, mais aussi chez les familles que tu peux accompagner à l'hôpital. Est-ce que, peut-être pour conclure, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui traversent de la maladie, à ceux qui peut-être nous écoutent en prison ou dans une situation où ils ne voient pas l'issue, en tout cas, que ce soit emprisonnés physiquement ou psychologiquement. Et oui, comment garder en fait l'espoir dans notre société quand on traverse ces moments-là? Ouais, ce que je disais, je crois que le pardon, c'est vraiment quelque chose de très, très, très difficile, mais qu'il vaut la peine de l'essayer, essayer, de l'expérimenter, chercher quelqu'un avec qui tu peux le partager. Et même si tu n'as pas toujours les mots ou les gestes, faites quelque chose avec. C'est ce qui m'est arrivé il y a un certain temps. J'étais invité à accompagner une famille d'une dame qui a apparemment été en coma. Je l'avais accompagnée pendant 2 ans. Elle souffrait d'un cancer. Et elle était croyante. Elle me disait toujours, je vais rencontrer ma sœur qui était décédée une année avant. Donc elle m'avait toujours dit, je vais rencontrer ma sœur. Mais maintenant, donc, depuis 3 semaines, les yeux fermés, les médecins et l'assistante sociale avaient convoqué toute la famille, 7 frères et sœurs, tous entre 80 et 94 ans. Ils étaient là, parfois j'amène ma guitare, quand je ne trouve pas les mots, parfois je trouve encore quelques accords. Et j'invitais, à un moment donné, toutes les sœurs et tous les frères à dire un mot à leur sœur. Au début, ils me regardaient, mais quoi dire à cette dame qui n'entend rien. Mais le frère le plus âgé, de 94, il s'approche et il dit, chère sœur, je veux demander pardon. Et déjà, le mot pardon
tu sentais une énergie dans cette chambre. Ils demandaient pardon pour quelque chose qui s'était arrivé pendant leur enfance, figurez-vous. Mais ça, c'est devenu une invitation aux autres. Chaque frère, chaque sœur lui adresser un mot de remerciement, de pardon. Les 7 avaient quelque chose et tout d'un coup, ils me regardent comme si j'allais dire aussi quelque chose. Et je n'arrivais qu'à dire Madame Élise, merci pour ces 2 ans de partage, pour tout ce que vous m'avez appris, enseigné. Et vous allez dire un mot à votre sœur. Et tout d'un coup, elle ouvre ses yeux et elle me disait, et toi, merci pour tout ce que tu fais pour les prisonniers du monde. Elle fermait les yeux, elle mourait. Mais non. Devant tout le monde. Devant tout le monde. C'est pour ça que je dis, j'ai le job le plus précieux du monde. Wow. Ce n'est que la grâce, la grâce. Ouais. Merci pour tous ces témoignages qui, je l'espère, toucheront nos auditeurs autant qu'ils m'ont touché. Merci Yann. Volontiers, volontiers. Tu vois, ce sont des petites choses, hein, et c'est ce que je voulais dire encore. Hein, quand on me demande où Dieu se manifeste, hein, on l'a partagé déjà dans les prisonniers, dans les malades, mais dans tant de personnes et des petites choses. Et voilà ce que je fais pour reconnaître ce Dieu qui se manifeste dans le plus simple. En 87, quand je suis arrivé au Chili, j'étais jeune, idéaliste, on allait changer le monde, on allait chasser le dictateur Pinochet de son trône. Et avant de partir, un psychologue m'avait dit 4 mois et la lune de miel sera finie. Hein. Et moi, je croyais, qu'est-ce qu'il raconte ? Ça n'arriverait jamais. 5 mois. 5 mois. Et de nouveau, j'avoue, c'était les circonstances. La dictature était terrible à cette époque. Chaque nuit, les militaires arrivaient dans notre quartier pour arrêter, chercher des personnes. Et le matin, on faisait toujours le bilan qui est disparu. J'avais l'impression que notre projet avec ces sniffers de colle fonctionnait mal. En plus, je reçois ce jour un téléx, un message de la Belgique, que 2 de mes 4 sœurs, j'en ai 4, avaient souffert un accident de voiture et elles étaient entre la vie et la mort. D'ailleurs, elles y sont restées 15 jours. Hein, on ne savait pas si elles allaient survivre. Eh bien, cette nuit-là, j'étais dans mon lit et je disais, il n'y a pas de Dieu, il n'existe pas. Ce n'est que la nuit, la souffrance, la dictature, la torture. J'avais visité un prisonnier. J'avais du mal à le reconnaître à cause des tortures. Il était déformé. Et la plupart du jour, j'avais passé dans une population, un quartier pauvre. Il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas d'eau. J'étais resté 3 heures dans une maison, ça ne mérite pas d'être appelé maison, carton, bois, de Señora Maria. Elle avait 7 enfants et son mari a été arrêté et disparu. Et je croyais que j'avais écouté 3 heures que la misère. Elle disait, je ne sais rien, je ne sais pas quoi donner à mes enfants, demain j'ai rien. Je pleurais dans mon lit,
je disais, Dieu, pour toi aussi je suis venu au Chili et tu n'existes pas. Regarde alors ma bonne volonté. Si je trouve dans cette journée que je viens de vivre quelque chose de positif, hein, un peu de lumière, je reste. Et donc je faisais l'exercice. J'essayais de me souvenir du premier moment quand je me suis levé jusqu'à la nuit. Je ne trouvais rien. Rien. C'était terrible. Mais en faisant cet exercice, tout d'un coup, je ne l'avais pas observé pendant la journée. Quand j'étais dans cette boîte où elle habitait, Señora Maria, tout d'un coup, je voyais l'image. Elle avait une boîte du marché, parce qu'elle n'avait pas une table, hein, à l'envers. Et sur cette boîte, elle avait mis une boîte de conserve, parce qu'elle n'avait pas une vase. Et elle avait des fleurs. Je me disais, cette femme, elle ne sait même pas quoi donner à ses enfants le lendemain, mais elle a quand même le courage de mettre des fleurs. Et c'est devenu pour moi l'image. Donc je me suis levé, j'ai pris une feuille et j'ai écrit « Flores de Señora Maria ». Et je me suis engagé depuis le 29 de juillet 1987. Jamais je vais au lit sans avoir écrit 3 petites choses de lumière. Et au début, j'avais du mal à trouver le positif dans la journée, mais je me rendais compte que peu à peu, je devenais plus sensible. Depuis 87, j'ai déjà des cahiers. J'ai encore les jours où je perds le courage. Je sais que je dois avoir la discipline. Je vais à mon armoire, je prends un cahier, je relis. Je ne dois pas arriver jusqu'à la fin de la page pour me souvenir que je suis un privilégié. Dieu se manifeste dans les petites choses. Donc, ça peut être une fleur. Ce matin, je prends le bus pour aller à la gare. Je monte et le chauffeur offre des bonbons aux passagers. Ce qui est plutôt rare en Belgique. Mais écoute, mais je vais l'écrire ce soir. Ah, ces petites choses. C'est un merveilleux conseil. Ah, Merci beaucoup, Yann. j'écrirai ton nom aussi ce soir. Guillaume, c'est formidable. Merci beaucoup. Merci infiniment de nous avoir raconté une petite partie de toute ton histoire. Voilà. Merci pour ce beau conseil. Je pense qu'il pourra aider plus d'un d'entre nous. Je souhaitais terminer en mentionnant à nouveau ton association, Without Wall. Comment est-ce qu'on peut si certains ont été touchés par votre activité, comment est-ce qu'on peut vous soutenir aujourd'hui et dans quoi est-ce que vous opérez encore quotidiennement? Bonne question. Nous avons une website, une page sur Internet, www.withoutwalls, sans mur, withoutwalls.be, je crois. Nous sommes en train de travailler parce qu'on va le renouveler, mais là, vous voyez les coordonnées, les détails, et vous lirez bientôt. Le dernier projet, justement, au Congo, nous soutenons en ce moment 4 prisons. Vous êtes au courant du drame qui se passe dans cette région. On parle de la guerre oubliée. Eh bien, si le peuple est oublié, les prisonniers encore plus. Donc, il y a 2 ans, ils avaient brûlé la prison des femmes à Butembo. Et voilà, c'est notre dernier, c'était le dernier projet. Nous avons financé la construction
pas seulement du bâtiment, pour que les femmes aient quand même un dortoir convenable, mais nous soutenons aussi un projet justement au niveau de justice réparatrice. Donc la rencontre entre l'auteur et la victime et la formation pour les hommes. Nous avons maintenant une menuiserie et pour les femmes un atelier de l'artisanat. Alors, cher Guillaume et chers amis, d'abord je vous remercie aussi pour ton pardon, de me pardonner que mon français n'est pas parfait. Mais je veux bien vous encourager si nous voulons être constructeurs et batteurs d'un monde meilleur. Donc, nous avons une responsabilité. Et dans ce monde, les prisonniers, aussi ceux qui ont fait des atrocités, font partie de ce monde. Donc, nous bénéficions tous d'un système carcéral plus humain. Si nous nous engageons, si nous croyons vraiment que la personne peut se convertir, alors il compte aussi sur nous. Engageons-nous pour une approche moins, on dit ça en français, rancunière. Parce que c'est dans la rencontre que se trouve la richesse. Et je crois que avec ma vie, je peux vraiment dire, main au cœur, que cette aventure a fait de moi une personne plus heureuse. Donc, ne perdez pas la chance. Merci beaucoup Yann. Merci Yann pour ton témoignage inspirant. Ce sont des histoires comme la tienne qui nous rappellent la puissance de la foi et la présence de Dieu dans notre quotidien, même dans les moments les plus difficiles. Chacun de nous traverse des moments de doute, de questions, mais aussi des grâces inattendues. Peut-être que le parcours de Yann vous a parlé, vous a apporté un éclairage nouveau ou vous a inspiré. N'oubliez pas que chaque épisode de ce podcast est une occasion d'ouvrir notre cœur à d'autres parcours, d'autres expériences de foi. Chacun nous rappelle à sa manière que Dieu agit dans nos vies, souvent de manière discrète, mais toujours profonde. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le liker, à laisser un commentaire ou à le partager. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. À très bientôt dans le Club Med, le podcast qui nourrit et inspire votre foi à travers des témoignages.